Chers amis, bonsoir. Alors, il se trouve que c'est l'anniversaire de mai 68 et que 3 de nos amis m'avaient annoncé des livres. Je dis m'avaient annoncé. L'un est paru, Gérard Leclerc, ou Les pavés l'esprit, nous l'avons présenté dans Royaliste. Un autre également, Olivier Germain-Thomas, La brocante de mai 68. Et le troisième se fait attendre, celui de Philippe Arondel. Il va venir, mais j'étais victime d'une censure. Mais, donc j'ai refusé de publier pour l'instant. Alors, nous, on pense à ce livre en préparation, ce livre il est fait, potentiel. Pas de problème. Tous les trois vont présenter leur analyse de mai 68 très brièvement. Ensuite, ils engageront la discussion entre eux, comme dans un colloque. Et ensuite, nous leur poserons évidemment des questions. Nous participerons tous au débat. Chers amis, bonsoir. Gérard, tu as la parole. Après, ce sera Olivier et enfin Philippe. Oui, alors, mai 68, pour moi, c'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle parce que je pourrais dire que mon destin, oui, existentiel, politique, intellectuel, s'est noué en 68. Alors, ce qui fait que je ne peux pas dire que j'ai un a priori sympathique pour 68, parce que, bon, ça n'est pas le problème, mais pour moi, 68, c'est, comment dirais-je, c'est un moment qui a beaucoup compté pour moi. Oui, alors, j'avais fait un service militaire en Afrique, dans l'actuel Burkina Faso, et puis je me suis retrouvé propulsé d'une brousse à l'autre, de la brousse africaine à la brousse du quartier latin, et avec l'ami Olivier, on aurait pu se retrouver, parce que je suis allé en Sorbonne, et là déjà j'ai fait une découverte en Sorbonne, c'était en 67, oui, j'ai découvert le nouveau monde étudiant développé, notamment je me trouvais, préparant une licence de philo, je me retrouvais dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui était plein d'étudiants en philo, en psycho et en sociaux. Ce qui était déjà un signe, parce que là il y avait, ces disciplines n'étaient pas forcément des disciplines évidentes pour des débouchés, pour un travail. Non, mais enfin, il se trouvait que ces trois disciplines regroupaient énormément de candidats qui remplissaient le grand amphi de la Sorbonne. C'était ma première constatation. La seconde, c'est qu'il y avait une agitation idéologique intense. Grâce ou à cause des groupuscules gauchistes de l'époque qui étaient extraordinairement mobilisés. Il y avait des trotskistes, des maoïstes, d'ailleurs à peu près tous, et notamment leurs dirigeants, Alain Krivine, etc., venaient à peu près tous du Parti communiste. C'était tous des dissidents du Parti communiste, et les uns et les autres étaient engagés dans une polémique absolument féroce contre ce qu'il appelait, pour eux c'était la tradition, la trahison ou le réformisme du Parti communiste qui pour eux avait trahi la cause de la révolution, et c'est pour ça que les choix d'un certain nombre d'entre eux s'étaient tournés vers la Chine de Mao Tse-tung qui, elle, n'avait pas trahi ces idéaux de la révolution. Et par ailleurs, il y avait un terrain de militance absolument intense à ce moment-là et dans les années qui ont précédé à propos de la guerre du Vietnam. La guerre menée par les Américains au Vietnam et qui avait suscité une militance intense dans les lycées, dans les facs, avec des comités Vietnam qui étaient très, très efficaces. Bon. Donc ces groupuscules gauchistes menaient une agitation intellectuelle, idéologique absolument intense, et ce sont eux qui sont à l'origine du mouvement de mai 68. Mais à eux seuls, ils auraient été incapables de mobiliser ces foules étonnantes qu'on a vues déferler en quelques jours notamment au quartier latin. Et
alors c'est à ce moment-là que s'est produit ce que le sociologue Paul Lyonnais a appelé l'arrivée sur la scène du peuple adolescent. Pourquoi le peuple adolescent? Le peuple adolescent, selon Lyonnais, c'est cette jeunesse surgie du baby-boom de l'après-guerre, avec cette jeunesse qui va accéder à l'enseignement supérieur, ce qui n'était pas le cas autrefois. Il y avait eu, ça a été un des acquis, disons, de la Ve République aussi, c'est de créer un appel d'air avec, en montant l'âge scolaire, et notamment Michel Debré a été à l'origine de la construction, je ne sais pas combien, de collèges à travers toute la France, etc. Donc le peuple adolescent, c'est ça, c'est cette jeunesse surgie du baby-boom et qui a suivi un parcours scolaire qui l'a mené beaucoup plus en avant que les générations qui avaient précédé. Et puis, alors moi j'ai assisté à ça en Sorbonne, je me suis aperçu dès les premiers jours, il se trouve que j'habitais aussi le quartier latin. Et je me suis rendu compte que les mouvements qui étaient en marche, comment dirais-je, dépassaient largement la militance gauchiste, et que les militants en question essayaient d'amplifier le mouvement, mais à partir de leur vision idéologique des choses. Et leur vision idéologique des choses, pour la plupart, restait classiquement léniniste. Il ne faut pas oublier que l'année précédente, 67, avait été celle du 50e anniversaire de la Révolution d'octobre en Russie. Et que aujourd'hui, les jeunes générations ici ont du mal, à mon sens, à comprendre ça. C'est que ce cinquantenaire s'est pas fait sous l'égide de Solzhenitsyn, pas du tout, au contraire. La plupart des publications de l'époque magnifiaient la révolution, les émeutes de Saint-Pétersbourg, Lénine, etc. On n'était pas du tout dans le climat qui a commencé à régner dans les années 70, justement avec Solzhenitsyn, la publication du Goulag, l'archipel du Goulag, comment dirais-je, je dirais que la geste révolutionnaire léniniste était absolument vue d'une façon très, très, très positive. Et des gens comme Krivine, à l'époque, je pense qu'ils s'en sont bien revenus comme aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient dans la tête ce schéma-là. Et le problème pour eux, c'était d'enclencher, à partir d'un mouvement de manifestation juvénile et étudiante, d'enclencher avec un mouvement ouvrier. Et ils y ont évidemment réussi, dans la mesure où, grâce surtout d'ailleurs aux jeunes ouvriers qui ont été les premiers, souvent dans les entreprises à travers le pays, à lancer les premières grèves, ce qui, de proche en proche, a conduit à une paralysie totale du pays et à un mouvement syndical, ouvrier, de très très loin supérieur à ce qui s'était passé en 1936 sous le Front populaire. Et avec ce phénomène complètement imprévu et complètement improbable et imprévisible, l'État français, qui était dirigé pourtant par un personnage singulier dont Olivier nous parlera tout à l'heure, n'empêche qu'avec ce personnage singulier, l'État, comment dirais-je, s'est trouvé plus que bousculé. Et on a pu se demander à un moment, d'ailleurs, s'il n'y avait pas plus une crise de régime, si on n'était pas à la veille d'un renversement du pouvoir. Seulement, il est apparu très vite que le Parti communiste français, qui était une force considérable avec la CGT, force syndicale absolument considérable, s'il y avait eu
une perspective de prise du pouvoir révolutionnaire, ça ne pouvait se faire qu'à travers le Parti communiste et la CGT. Or, on s'est très vite aperçu que le parti n'en voulait pas, parce que le parti, d'abord, ça n'était plus le parti de l'immédiate après-guerre, hein, auquel, d'ailleurs, Jules Mock, le ministre de l'Intérieur socialiste à l'époque, s'était chargé de casser les reins, parce que, effectivement, après la guerre, il y a eu des grèves considérables et la 4e République, à un moment, s'est trouvée quasiment à genoux. Donc avec un mouvement communiste qui était encore dans une perspective très, très, très révolutionnaire. Or, le mouvement communiste en 68 n'est plus celui de l'après-guerre, de l'après-libération, parce que comment dirais-je, on peut dire que la CGT, dès à ce moment-là, est l'honnête gestionnaire des 30 Glorieuses, c'est-à-dire des retombées de l'extraordinaire expansion économique de l'après-guerre et des changements sociaux que cela évidemment suscite. Donc le parti n'est plus du tout dans une perspective révolutionnaire, et Moscou, parce qu'à ce moment-là, Moscou, comment dirais-je, les dirigeants évidemment de l'Union soviétique qui ont des liens plus qu'étroits avec le Parti communiste sont radicalement hostiles à un changement de régime. Alors ce qui se passe, c'est que très rapidement, Georges Pompidou, secondé puissamment par le jeune Jacques Chirac, va enclencher un processus de négociation qui vont aboutir, malgré des remous, etc., aux accords de Grenelle, qui apporteront de substantielles augmentations de salaire. Je me tourne vers mon voisin qui pourra s'en expliquer, sans doute, là-dessus. Mais ce n'est pas la révolution. Alors, si ce n'est pas la révolution politique attendue par Krivine et ses copains, par les Mao, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, justement, c'est là le tournant imprévu de 68, à mon sens, c'est que d'une révolution politique, on va passer à une révolution culturelle. Et non pas une révolution culturelle à la chinoise, mais une révolution culturelle qui va vouloir accompagner les évolutions de la société de consommation suscitée par les 30 Glorieuses et par la grande expansion économique de l'après-guerre. Et à mon sens, celui qui a mieux senti les choses, c'est un intellectuel libéral, Jean-François Revel, qui a fait dès 72 un livre qui s'appelait Ni Marx ni Jésus, où il expliquait que le paradis rêvé, en fait, de la révolution à venir, ça n'était pas du tout l'Union soviétique, mais c'était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique étaient le lieu du paradis, en gros, libéral-libertaire, où le paradis rêvé des libertaires allait pouvoir, en quelque sorte s'épanouir. Et ce qui va se passer, l'évolution intellectuelle qui va se produire dans les années 70, en fait, va être le véritable aboutissement de mai 68, avec ce qu'on va appeler les intellectuels critiques ou les penseurs du désir. Je pense à Michel Foucault, Deleuze et Guattari. Deleuze et Guattari qui publient en 72 une véritable Bible qui, pour les gens de Libération de l'époque, sera le livre phare, qui s'appellera l'Anti-Oedipe, qui est une véritable charge contre Freud, contre le dispositif central de Freud, c'est-à-dire le noyau familial. Et à partir de là, évidemment, c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre qui va prospérer, notamment aux États-Unis. Mais là, je vais m'arrêter, simplement pour indiquer qu'il y a un paradoxe. Les années 70 sont les années où ces intellectuels critiques
vont produire leurs effets en France avec de grands succès. Et puis alors, curieusement, en 81, quand François Mitterrand prend le pouvoir, en fait, il y a, à mon sens, c'est mon analyse à moi, il y a, comment dirais-je, c'est le renouveau d'une pensée libérale. On pourrait croire que Mitterrand va être accompagné d'un mouvement intellectuel puissant qui va comment dirais-je, soutenir, justifier son programme, notamment le programme commun qu'il est chargé de mettre en cours, mais c'est pas ce qui se passe. Il y a à ce moment-là une espèce de renouveau de la pensée libérale avec un retour à Tocqueville, une critique de la Révolution française initiée par François Furet, et un mouvement libéral qui annonce aussi le triomphe de l'ultralibéralisme, cette fois-ci dans l'ordre économique. Avec un bémol, c'est qu'au moment du grand tournant de 83, le grand tournant, 83, le grand tournant, comment dirais-je, où Mitterrand, sous notamment l'influence de Delors, abandonne en fait le programme de 81. À ce moment-là, je dirais que la gauche officielle va de plus en plus se rallier à ce que notre ami Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel, et que ce sont les réformes sociétales qui vont prendre le relais de la révolution économique et sociale attendue. Voilà. Merci, Gérard. Olivier, l'entrée. Bien, alors tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux de me trouver ici. Pour la première fois, j'étais déjà venu dans l'ancien local de la NAR. Je suis heureux parce que je sympathise beaucoup avec certaines des idées, pas toutes, mais avec certaines des idées développées dans Royaliste, et qu'il m'arrive de beaucoup voyager dans ma vie, à droite, à gauche, très souvent en Asie, et quand je reviens, je vois une pile de Royalistes, et je me régale, parce qu'en fin de compte, je n'ai presque plus de presse-papier, en dehors du Canard enchaîné et de Royalistes. Comme ça, j'ai une vision relativement ouverte de l'état de vie. Voilà, alors en mai 68, il se trouve que j'avais terminé, sous la direction de Jean Grenier, un doctorat de philosophie sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la politique, ni avec l'histoire, ni avec la sociologie. C'était un point particulier du bouddhisme. J'étais passionné par l'aventure spirituelle de l'Asie, de formation chrétienne. J'avais envie d'ouvrir une autre porte. Et j'étais donc dans un autre rêve que celui de mes camarades. Et au début du mouvement, donc j'étais en plein cœur, à la Sorbonne, au début du mouvement, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, bien soyez réaliste, demandez l'impossible. J'ai trouvé ça amusant, comme une sorte de surjon du surréalisme. De formation littéraire, j'ai trouvé ça amusant. Et puis arrive, ce qu'il a très bien expliqué, les trotskistes, les Mao, les situationnistes, je les mettrai à part parce qu'avec eux on pouvait dialoguer. Et là j'ai vu le tournant radical de gens qui étaient parfaitement bien formés, prêts éventuellement à la guérilla urbaine, avec un catéchisme d'une étroitesse effrayante. On ne pouvait pas discuter avec eux, ils avaient raison, et si on discutait, et si on apportait les contradictions, on était fasciste. Alors j'ai été traité de tous les noms, bien sûr, et comme je soutenais De Gaulle, il fallait que je me fasse psychanalyser, etc., etc. Ça m'est égal. J'ai eu la chance, je ne suis pas le seul ici, d'être issu d'une famille liée à la résistance, et donc dans mon enfance, De Gaulle. Ensuite, j'ai eu la chance d'être reçu par Malraux, alors ministre d'État chargé des Affaires culturelles, en 1967, avant mon premier voyage en Inde. Alors, touchez pas à De Gaulle, touchez pas à Malraux, et je me suis lancé. Et j'ai parlé, et je n'ai pas reçu un coup. Je n'ai pas reçu un coup pendant cette période. À partir d'un certain moment, je voyais bien que les maoïstes et les trotskistes me laissaient un tout petit peu parler au nom de soi-disant la parole libre. C'était bidon, mais ils faisaient semblant d'être d'accord avec la parole libre. J'ai pris la parole dans l'amphi Richelieu, et même le 29, dans le grand amphi archi plein. Alors là, j'étais un peu malicieux. J'ai commencé par citer Lénine. Seule la vérité révolutionnaire. Alors là, t'appuies sur un bouton, hein, et tu as le résultat immédiat.
Ah, magnifique, là, j'ai vu 3000 personnes. Lénine, tu parles. Bon, et petit à petit, mon truc était prêt. La sortie aussi était prête. J'avais deux copains qui étaient prêts à m'exfiltrer. C'était une révolution mondiale est à faire. Bravo, 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 bravo. Et cette révolution, alors les gens ont commencé un tout petit peu à s'étonner que j'ai parlé de Phnom Penh, de Montréal, de la lutte contre le dollar. Cette révolution doit être faite avec De Gaulle, et là, naturellement, hurlement, expulsion, etc., etc. Alors j'étais quand même fasciné par cette politique étrangère. Pour les plus jeunes, je rappelle, 64, un voyage en Amérique latine, enfin, d'abord au Mexique, ensuite dans le reste de l'Amérique latine, où il prêche l'indépendance nationale. Ensuite, sortie de l'OTAN, il reste dans l'Alliance Atlantique, et sortie de l'OTAN. Ensuite, il va y avoir l'affaire du Cambodge, c'est quand même magnifique, il va en plein cœur du Cambodge pour dire aux Américains qu'ils ne gagneront pas la guerre du Vietnam, mais qu'ils devraient se retirer pour faire la paix sur place. Ensuite, Montréal, vive le Québec libre. Ensuite, le voyage en Russie. En Russie, Charles de Gaulle. On a un peu oublié ça. Et je ne crois pas l'avoir mis dans ce livre parce que je ne l'ai lu qu'après, le dernier jour, quand le général de Gaulle, qui se prend un peu pour l'empereur d'Occident, ou pour le roi de France, si tu veux, dit le voyage que je viens d'accomplir. Alors là, vous avez devant tout un banc d'apparatchiks soviétiques. Le voyage que je viens d'accomplir, c'est celui de la France de toujours à la Russie de toujours. À la France de toujours, vous voyez la modestie, mais à la Russie de toujours. En 66, dans la Russie soviétique, naturellement, la presse dit « Oh, parler de la Russie de toujours, ça prouve qu'il est ringard ». Bon, rendez-vous en 90, on a vu ce qui s'est passé. Donc voilà, j'étais fasciné par tout cela, j'ai agi comme j'ai pu, ça n'a servi à rien. Car en fait, nous avions préparé... Alors j'ai distribué des tracts, je savais très bien qu'un certain nombre d'hommes politiques étaient, de notre bord, étaient couchés sous leur lit, ça je l'ai vu, je peux en témoigner. On avait essayé d'organiser des manifestations, c'était le flop, et les choses ne se sont retournées que le 30 mai. Si ça vous intéresse, j'ai fait une enquête assez précise sur ce qui s'est passé dans la tête de Gaulle entre Massu et le coup de Baden-Baden, entre le 28 et le 29, et le moment de Gaulle très troublé était partagé entre, un moment de dépression, il faut bien le reconnaître, et en même temps, si je suis de Gaulle, je ne céderai pas. Donc il y a un moment presque de tragédie grecque, où les deux éléments coïncident à l'intérieur de son cerveau. On pourrait y revenir si vous voulez. Je voudrais passer sur cet épisode pour arriver au moment du 30 mai. Nous avions prévu depuis longtemps de faire une manifestation le 30 mai. Le préfet de police nous téléphone en disant « Je vous demande de ne pas la faire. 1, vous ne serez que 30 000 et vous serez ridiculisés. 2, ça va être une provocation. Les gauchers viendront vous casser la figure, ils seront plus nombreux. Et il faut rappeler d'ailleurs que grâce au préfet préfet de police Grimaud et au ministre de l'Intérieur qui s'y ont fouchés, il n'y avait pas une mort. Il y en a eu un peut-être à ce moment-là. Il y en a eu un, hélas, ensuite en juin. Il y a eu aussi un gendarme qui a reçu des cailloux d'un camion à Lyon. Ce qui prouve bien d'ailleurs entre nous que ce n'est pas une révolution. Vous avez déjà vu des révolutions sans mort? Vous avez déjà vu des révolutions sans peuple en armes? Il n'y avait pas de peuple en armes. C'était une révolution bidon. C'était bidon. Et les fameux trotskistes et maoïstes étaient incapables d'aller avec des armes pour aller se battre. Ça se passait là. Ça ne se passait pas comme ça s'est passé en France en 90, 91, comme 1830, 1848, en Russie en 17. C'était bidon. Mais on ne le savait pas. On s'attendait à tout moment que la violence puisse apparaître. Donc on prépare cette manifestation du 30 mai. Le préfet de police dit ce qu'il veut. Nous avions une conviction. On prépare cela, et à ce moment-là, De Gaulle fait le coup génial de Baden-Baden, Massu, rentrée à Colombey, le discours à 4h de l'après-midi, et c'était juste le jour où nous avions prévu cette manifestation. Donc on était quand même prêts. On n'était pas 30 000, on a été 700 000 ou 800 000. Entre gaulistes, on se dit 1 million, c'est faux. Mais autour de 800 000, c'est déjà pas si mal, et c'était le moment où les choses de mai 68 ont basculé. Et je vais vous dire quelque chose. Le soir, j'ai été pris d'un enthousiasme formidable. Je ne servais à rien. Le service d'ordre ne servait plus à rien. Tellement nous étions débordés de tous les côtés. Mais le soir, j'ai eu un sentiment d'amertume. Pourquoi? Tous ces gens-là, on les attendait. Moi, j'ai distribué des tracts pendant 3 semaines.
en leur disant réveillez-vous, réveillez-vous, faites quelque chose. Personne ne venait. Dans notre cas, il y avait personne, de la rue Solferino qui est venu maintenant, l'Institut Fondation Charles-de-Gaulle. Personne. Et à ce moment-là, parce que Dieu tape du poing sur la table, parce qu'il dissout l'Assemblée, parce que alors là, quelque chose se réveille dans la conscience nationale, et je les ai vus 800 000 ici. Mais où étiez-vous? Et où étiez-vous quand on avait besoin de vous? Putain de bordel! Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Et j'ai eu un peu d'amertume sur mon propre pays, ce peuple de France que j'aime profondément, pour me dire, dites donc, je comprends un peu mieux ce qui s'est passé dans certaines époques. Je comprends un peu mieux le pétinisme. Et je comprends un peu mieux la théorie de René Girard sur le mimétisme. Il y a eu un mouvement de mimétisme chez les étudiants, et qui a gagné ensuite le monde ouvrier, qui faisait qu'on ne pouvait rien dire. Même quand De Gaulle a parlé le 24 mai, il a fait flop. Voilà. Il y avait quelque chose, un mouvement quasi irrésistible, apparemment irrésistible, et un énorme mouvement de lâcheté de la part de la masse. Il faudra s'en souvenir quand on voudra faire vraiment la révolution, car il sera nécessaire de la faire un jour ou l'autre. Alors, j'ai mis un autre titre, qui n'est pas aussi gros que mai 68, mais qui pour moi est aussi gros. Ouverture. Parce que dans ce petit livre, j'ai voulu ouvrir les portes sur le monde d'aujourd'hui. Et je n'aborderai que 2 ou 3 questions. D'abord la question économique. Bien sûr, Gérard Leclerc l'a bien rappelé, le mouvement était anticapitaliste. Et le capitalisme de l'époque était rien à côté de ce qu'il est devenu. C'était un capitalisme très égoïste, comme tous les capitalismes, mais disons que c'était souvent des entrepreneurs qui dirigeaient les entreprises. Ce n'était pas le monde financier qui dirigeait le monde. Aujourd'hui, c'est le monde financier. Quelqu'un, quelque part, à Singapour, à Hong Kong, à Pékin, à New York, à Boston, appuie sur un bouton, une usine est fermée. Non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que d'un point de vue financier, on va la mettre ailleurs, ça va rapporter plus. Ou on fabrique autre chose, ça va rapporter plus. Et l'élément humain est complètement oublié dans ce monde ignoble qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Donc c'est encore pire que mai 68, et c'est pour ça qu'il faudrait faire un mouvement plus sérieux que celui de mai 68. Je reviens au début. Cette période assez fascinante, tu n'as pas cité Clavel, mais je sais que nous sommes relativement parce qu'il a écrit des choses sur De Gaulle à un moment donné assez ignobles. Mais sur mai 68, il avait vu juste, et il avait bien senti qu'il y avait chez une partie de la jeunesse un besoin spirituel que l'Église de l'époque ne remplissait pas. Et je dirais, pardonne-moi Gérard, et on pourra tout à l'heure peut-être entamer un débat là-dessus, que l'Église d'aujourd'hui ne remplit pas suffisamment. Et je crois que la question économique que je viens d'évoquer rapidement, mais que la question spirituelle est fondamentale, et que, à moins que l'homme ne soit qu'une mécanique, chargée uniquement d'acheter, de produire, d'acheter, de consommer. Mais il n'est pas cela. Et je suis convaincu qu'il n'est pas cela. Donc à un moment donné, il va y avoir une révolte des âmes, ou si vous préférez un mot vocabulaire, une révolte de l'esprit. Parce qu'on étouffe l'âme, on l'étouffe volontairement. On a envie que les jeunes, les 4 enfants, je ne parle pas pour eux, je parle d'autres enfants que je vois, on a envie que les jeunes soient abrutis par la télévision, par la publicité, par la mode. C'est un système qui n'était pas organisé. Je ne parle pas de ce qui pourrait se passer du style des protocoles secrets qui seraient faits à droite ou à gauche. Et c'est un système sans que ce soit forcément, encore qu'à Davos, ils se rendent compte bien pour se mettre d'accord tous là-dessus. Il s'agit de 2 choses. L'uniformisation du monde. Parce que le système ne peut marcher que si le monde est uniformisé. D'où l'importance de maintenir les racines. Et il s'agit que la personne soit en partie abrutie par tous les moyens actuels, téléphone, télévision, et comme ça, il devient idéal. Il devient un ange, l'ange de la consommation. Et voilà, on veut transformer l'humanité en un mouvement d'ange de la consommation. Eh bien non, il y a donc une révolte spirituelle à accomplir. Elle a été un tout petit peu esquissée au début de mai 68, avant que les trotskistes et maoïstes n'arrivent, et je crois qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui, et je pense que, étant resté néanmoins une culture chrétienne, j'ai terminé ce petit livre à Saint-Vendry,
car j'avais besoin de m'imprégner du chant grégorien et des racines de ma culture pour écrire les dernières pages. Donc j'ai été amené à Saint-Vendée, qui est une magnifique abbaye, avec un moine bernardocien, un des deux frères hôteliers absolument admirable, et des chants grégoriens extraordinaires. Et là, je me suis retrouvé à l'aise avec ma culture, et je suis sûr qu'aujourd'hui, la spiritualité occidentale a besoin de s'ouvrir à la spiritualité orientale. Non pour faire de la salade russe, et parce qu'il y a là-bas encore quelque chose d'extrêmement vivace, en Inde, au sein du bouddhisme, encore en Asie du Sud-Est, avant que tous ces pays soient envahis par le matérialisme. Mais l'Inde ne le sera pas si vite que ça. Ils ont encore quelque chose à nous apprendre parce qu'ils sont restés plus près de la source. Donc ne quittons pas nos racines, mais allons les écouter. En tout cas, là, d'une manière indirecte, je viens de parler de moi à nouveau, je suis désolé. Et c'est effectivement le sens de mon destin. Et c'est aussi l'importance que j'apporte à ce petit livre, en dehors du témoignage sur mai 68. Merci pour votre patience. Merci Olivier. Alors Philippe, je vous en prie. Moi, je suis assez ravi parce que je dois dire que ce que je viens d'entendre, notamment Olivier Germain-Thomas, j'avoue que je ne me reconnais absolument pas dedans. Voilà. Enfin, sur le fond, sur un certain nombre d'idées, oui. Gérard, sans doute un peu plus. Et moi, j'ai été un Français, alors, pas lâche, hein, je crois pas lâche, mais j'étais comme beaucoup de Français qui s'interrogeaient, qui ont vu arriver ce mouvement, qui d'ailleurs est un événement, entre parenthèses, parce que je tiens à ça, parce que la 68 n'est pas une révolution. Je m'inscris en faux. C'est évidemment une révolution. Il n'y a pas besoin de 300 morts dans les rues de Paris pour créer une révolution. Ça, c'est les vieilles révolutions. Bon, c'était une révolution, pas bidon, je ne crois absolument pas. Simplement, j'ai été surpris, comme beaucoup de monde, parce que ça a coagulé très rapidement. C'est vrai, des gens très différents. Alors, on a beaucoup parlé des Mao et des trotskistes, mais il y avait tous les autres. Il y avait tous les autres. Franchement, les gens qui discutaient dans les rues, la fameuse prise de parole dont a parlé Michel Desserteaux, franchement, ça allait, je dirais, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On retrouvait des gens dans la rue, je pourrais raconter de mon quartier, une des dernières manifs qui est partie de place Gambetta, où je suis né juste à côté, où il y avait dans la rue tous les gens que je connaissais du quartier, ça allait de l'extrême droite locale à l'extrême gauche, en passant par des chrétiens, des protestants, des athées. Je pense qu'il y avait une atmosphère, je n'allais pas dire de libération de la parole, parce qu'il y a vu ce qui se passe aujourd'hui, très franchement, j'ai pas envie de dire des mots comme ça, mais il y avait ça qui se passait. La deuxième chose, c'est que c'est une vraie révolution. Pourquoi ? Parce que pour moi, qui ne voulait pas apparaître comme étant du côté des trotskistes, mais, excusez-moi, Thomas, je ne pouvais pas défiler le 30 mai avec le parti au pouvoir. Ce n'était pas possible pour moi. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Je veux dire rapidement, ce sera peut-être le débat tout à l'heure, parce que tout simplement, il y avait un problème politique, notamment avec un certain gaullisme. Moi, je n'ai jamais été anti-gaulliste au sens où on entend. Donc, ce n'est pas la personne de Gaulle. Hein. Mais il y avait un certain nombre de questions qui se posaient en France, bon, y compris sociales, vous l'avez dit un peu, Gérard Leclerc l'a dit aussi un peu, mais je crois que ça allait beaucoup plus loin. C'est traditionnellement, le mouvement social, le mouvement révolutionnaire, il s'appuie sur la critique sociale, c'est-à-dire la lutte contre l'exploitation. Alors, Dieu sait qu'on en a entendu parler, hein. Encore aujourd'hui, on entend toute la journée parler, qui est une lutte traditionnellement de gauche, marxiste, l'exploitation, le problème de la valeur ajoutée, etc. D'ailleurs, je me souviens très bien que Maurice Clavel a fait un très beau livre qui s'appelle Qui est aliéné, où il démolissait joyeusement. D'ailleurs, parfois, je n'étais pas d'accord avec lui, n'étant pas marxiste vraiment, mais quand même, il allait un peu fort en expliquant que tout ça, ça ne voulait rien dire, l'exploitation. Je suis moins d'accord avec lui là-dessus, c'est pas grave. Et le problème de mai 68 pour moi, enfin mon mai 60, en tout cas, puisque je vois bien qu'on en a à peu près 3, c'était quelque chose qui venait de loin dans l'histoire de France et de l'Europe. C'est-à-dire, c'était la deuxième critique, parce que vous savez, je crois que c'est Bourdieu qui a dit ça, mais je sais pas si c'est Bourdieu. Il distinguait critique sociale et critique artiste. Moi, j'aime bien ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Critique sociale, je viens de le dire. Bon, les syndicats luttent pour augmenter les salaires, un peu plus de repos, de bonnes retraites, etc. Critique artiste, c'est une critique sur le sens à donner à notre travail, la domination dans le travail, les hiérarchies dans le travail, etc. etc. Donc, c'est une critique qui touchait directement à un thème, je ne l'ai pas entendu, c'est vrai, mais ça m'étonne, un thème qui était tellement dominant à l'époque, on ne parlait que de cela, et bien avant 68, dans mon lycée, on ne discutait que de cela, c'était le fameux thème de l'aliénation. Ici, il y a un thème qui est présent en 68 partout et toujours, notamment bien entendu chez Guy Debord, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est la question de l'aliénation, c'est-à-dire l'homme devenu étranger à lui-même,
qui s'est complètement perdu dans les choses, le fétichisme à la marchandise, etc. etc. Bon, ce thème-là, s'il y a des questions, on en reparlera, c'est très intéressant, parce que la Genèse de 68, à mon avis, quelle que soit sa provenance idéologique, était très intéressée par ce thème. Et ce n'était pas le peuple adolescent. Là, je ne suis pas d'accord avec Gérard là-dessus, ou Lionel, parce que le peuple adolescent, c'est des yéyés. Excusez-moi. La fameuse qui s'est passée à la place de la République avec, paraît-il, rue des Viols, avec Johnny, c'est 59, on est en pleine guerre d'Algérie. Le peuple adolescent des yéyés, très franchement, c'est pas lui qui est dans la rue. Il s'en fout complètement, il est bien intégré. Johnny, il part, toute la télévision le suit quand il va faire son service militaire. Moi, je me souviens très très bien, j'ai fait mon service militaire les années 68. Qu'est-ce que nous ont passé les brins militaires arrivés le soir pour pas qu'on s'embête dans le grand amphi? C'était des films de Johnny. Pour moi, la vie va commencer. Et Johnny, c'était le patriote. Donc, je veux dire, les yéyés étaient, à mon avis, très bien intégrés. Et le peuple adolescent, qui était le peuple du jeunisme marchand, si vous voulez, dans le fond. Enfin, c'est ça que tu voulais dire, je pense. C'est pas celui qui a fait 68. Et il n'y a pas du tout de querelle contre les pères. Ça, tu le dis très bien dans ton livre, d'ailleurs. La mort du père à 68, c'est Nougaro qui crie « Je vais cracher à la gueule de papa » dans sa chanson, mais Paris, mais pour moi, ce n'est pas ça du tout. Non, c'est une révolte. Alors, c'est vrai, une jeunesse très intellectualisée, alors pas tout le monde, de grâce, évidemment, une minorité, comme toujours, très intellectualisée, qui a biberonné, si j'ose dire, un certain nombre d'œuvres. Gérard parle beaucoup de Marcuse, c'est vrai, mais il y a tout ce courant autour de l'école de Francfort. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que c'est passionnant. C'est quoi l'école de Francfort? Moi, je me souviens, quand j'ai découvert ça, j'étais fasciné, parce que voilà des gens qui sont de gauche, très à gauche, et qui disent le marxisme est faux sur certains points, le rationalisme moderne, c'est pas bon, il y a une partie des Lumières qui sont nulles. Moi, ce que j'appelle dans mon engagement la part maudite des Lumières, la part d'ombre des Lumières, ils ne sont pas anti-Lumières, ils ne sont pas anti-rationalistes, mais ils disent c'est pas possible, ça a amené du totalitarisme, la raison est qu'un grand air a amené du totalitarisme, notamment un certain nombre de pays communistes, on vient de le dire, même si la raison paraissait bafouée, entre nous soit dit. Bon. Mais je veux dire, la thématique, et 68, c'était ça. C'était tous ces grands débats, croyez-moi, philosophiques, prise de tête. Alors, il y a les gens qui récitent Mao ou Lénine, vous les avez vus tous les deux dans les facs ou les lycées. Il y a des types qui peuvent réciter par cœur, des lycéens, j'en connaissais, comme toi, qui peuvent réciter par cœur d'un seul coup 20 pages de Lénine, ils se disputaient sur le point-virgule ou la virgule de l'édition de Moscou, la première, la deuxième ou la troisième, je l'ai vu. Mais, à mon avis, c'est pas eux qui faisaient le mouvement. Eux, ils étaient sur leur agenda, c'est-à-dire la révolution classique. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Oh, quand on a perdu, c'est 1905, mais après en 70, ça sera 1917. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas si faux que ça. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 70, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'événements pouvaient laisser penser que la révolution allait arriver. Mais la vraie révolution qui était portée par les gens, c'était pas celle-là. C'était celle que je viens de dire, portée par une jeunesse qui comprenait quoi? Donc, qu'est-ce qu'elle comprenait? Elle comprenait que commençait à se mettre en place dans notre société des Trente Glorieuses des mécanismes qui allaient mener à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous dire, oui, mais à l'époque, c'était nouveau, c'était le début. Moi, je ne sais pas, mais les œuvres littéraires de l'époque, moi, je lisais beaucoup, j'allais au cinéma, etc. Bon, il y a Alphaville de Godard, c'est une cité, personne n'y comprend rien. Vous savez qu'Eddie Constantine, qui faisait au 16-21, je ne sais pas quoi, d'un seul coup, Constantine qui est perdu. Voilà, bon, il y a mon oncle de Tati, qui est très gentil, mais qu'est-ce que c'est, mon oncle de Tati? C'est nous avons perdu notre nom, nous ne savons plus où nous sommes. Il y a Pérec, Les Choses. Ah oui, Pérec qui fait un roman qui s'appelle Les Choses, quand j'ai lu ça. C'est une classe moyenne qui accumule, et puis qui ne trouve pas de sens à leur vie. Je pense que la révolte de 68, alors, je vais dire une chose, j'ai une petite provocation, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de Macron, de vieux monde, d'ancien monde, ce qui me laisse perplexe, je suis très gentil, mais je pense que c'était une révolte contre le nouveau monde, qui était en train de se mettre en place. Le nouveau monde de la rationalité managériale, des experts. Je lisais récemment un texte d'un philosophe de l'époque, je ne sais plus si Henri Lefebvre, je ne me souviens plus très bien, et qui disait, mais on ne parle plus du pourquoi, on parle que du comment. On dirait aujourd'hui l'efficience. Voilà. Bon. Donc, c'est ça ce qui se passe. Et tout à l'heure, on parlait de sociologie. Pourquoi la révolte est partie de la sociologie? Parce que d'abord, il y a trop de sociologues qui étaient en fac pour avoir un emploi après. Je rappelle en passant quand même que le plan de l'époque, je ne me souviens jamais lequel c'est, prévoyait, c'était Christian Fouché qui avait été plus ou moins ce plan, prévoyait beaucoup de chômage. Et dans mon lycée, 4-5 ans avant, on avait distribué un tract qui s'appelle « Demain, nous serons tous chômeurs ». Je ne me souviens plus quelle était la tendance, ça avait beaucoup frappé mes copains. « Demain, vous serez tous chômeurs », disait le tract. Bon, alors,
Ça fait rire tout le monde ce soir, je suis bien d'accord. Seulement, voilà, on était passé de pratiquement 0 chômeur à 300 à 400 000. Pourquoi 300 à 400 000? Parce qu'il y a le marché commun, il y a les premières restructurations, il y a une première mondialisation, contrairement à ce qu'on dit. Et le gaullisme, je m'en excuse, voilà, le gaullisme ne faisait pas grand-chose là-dessus, à part créer la NPE, ce qui est très bien, entre parenthèses, des premiers accords sur l'emploi, mais vraiment, il y avait ce sentiment à la fois de possibilité de déclassement, puisque les baby boomers arrivaient, il y aura-t-il de l'emploi pour tout le monde? Je sais que ça paraît absolument idiot, mais c'est un sentiment qui courait chez certains, et que je relis, moi, à la critique artiste. Demain, nous allons travailler, qu'est-ce que nous allons faire dans notre travail? Nos parents, nos grands-parents à l'époque, le travail, bien sûr, ce qui comptait pour eux, c'était de partir le plus tôt le soir. Et la seconde vie, elle était après. Là, d'un seul coup, les 500 ans plus tard, ils se sont bien fait avoir d'ailleurs, moi aussi, comme tout le monde, c'était la vie dans le travail. On va être heureux, on va se libérer dans le travail. Et c'est pour ça que l'accusation de néolibéralisme qu'aurait mis en place la 68 heures est fausse. Simplement, le patronat a été beaucoup plus intelligent que les syndicats, plus intelligent que la gauche et que la droite. Il a su récupérer à son profit un certain nombre d'analyses de libération dans le travail, y compris M. Giscard d'Estaing. Je suis jeune journaliste quand arrive Giscard, et Giscard il tient des propos quasiment 68 arts sur un certain nombre de points. Je m'entends, hein, le mauvais 68 d'une certaine manière, si vous voulez, mais il tient des propos. Donc pour moi, 68, c'est cette révolte-là. Et donc, elle dépasse infiniment les groupes politiques. Le problème, c'est que les groupes politiques ont fait chuter 68 arts, c'est un des thèmes de mon bouquin, et le Parti communiste. Alors, je voudrais dire un mot sur le Parti communiste, parce que j'entends ici ou là, comme disait De Gaulle, on dit, mais le Parti communiste, il était sympa, etc. Il faut quand même se rappeler que les 68 heures, qu'ils soient trotskistes, Mao, ou, comme moi j'ai pu l'être, le Parti communiste, c'est pas que c'était le parti à battre, mais c'était le parti de l'Union soviétique. Alors, je veux bien qu'on parle de Russie toujours, ça je suis un peu dubitatif, mais c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique à l'époque, c'est quand même, en 68, bon, voilà, le goulag vient à peine de se terminer. Hein. Le goulag, on sait maintenant ce qu'il en était, c'est-à-dire que plus on découvre, et encore, les semaines et les mois qui sont écoulés, plus on découvre ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Rencontré l'autre fois Nicolas Werth, le grand historien du goulag, c'est quand même, la Russie était un camp de prisonniers, et un camp de concentration. Le goulag, c'est le système de toutes les organisations soviétiques, avec à l'intérieur des villes, où les gens travaillent, des autres qui meurent à côté, des autres qui extraient l'or, etc., etc. Bon. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et effectivement, beaucoup de gens commençaient à en percevoir les effets. Hein. Alors, il y aura Solzhenitsyn, je suis d'accord. Voilà. Donc pour moi, 68, c'est d'abord une révolte contre l'aliénation, et bien sûr Guy Debord. Moi, je ne me cache pas que plus je lis Guy Debord, je suis d'accord avec Guy Debord, avec un langage évidemment qui aujourd'hui est illisible d'une certaine manière, parce que bon, imprégné de toutes ces querelles sur les internationales, bien sûr les références de Debord sont sans doute devenues, pour les jeunes générations, un peu obsolètes, mais sur le fond, il a terminé sa vie, vous savez que Debord a terminé sa vie tragiquement, il s'est suicidé, pour des raisons d'ailleurs liées sans doute à son alcoolisme en partie, mais surtout parce que les derniers textes de Debord que j'ai pu lire, puisqu'on a publié les inédits il y a 2 ans, lisez ça, hein, les derniers inédits de Debord, c'est extraordinaire. Alors évidemment, il y a des malins qui ont dit il a terminé réac, ultra réac, parce que Debord, sur la fin de sa vie, aborde le monde moderne, d'un seul coup il découvre Bernanos, il veut prendre contact avec Jacques Ellul, mes maîtres, n'est-ce pas? Il veut prendre contact, et puis bon, Debord reste antichristianisme, en fait Ellul prend contact avec lui, il n'arrive pas à se voir, mais enfin il adore Jacques Ellul, il devient, bon, c'est assez extraordinaire, en fait c'est pas du tout ça, Debord est resté le même, c'est-à-dire que c'est un antimoderniste, mais un antimoderniste de gauche, si j'ose dire, pour l'émancipation, contre un rationalisme desséchant et qui est les fausses lumières par rapport aux vraies lumières. Il faut lire les derniers textes de Debord. C'est absolument merveilleux. Notamment, il voulait faire un dictionnaire. Et alors là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui sur les mots qu'on entend tous les soirs dans les étranges lucarnes, comme disait De Gaulle. Voilà. Donc pour moi, 68, c'est ça, et ça a été trahi. Alors la droite, moi je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Enfin, la droite de l'époque, comme la droite d'aujourd'hui, je veux dire, bon, quand même. Je ne citerai pas de nom. Mais enfin, soyons quand même, c'est extraordinaire. Je ne vais pas citer de nom, mais j'en ai entendu encore récemment. Il ne s'est rien passé en 68. Ah bon, parce qu'il n'y a pas eu changement d'institution. Bon, Olivier disait bidon. Bon, voilà, bon, bidon. Voilà, d'autres qui disent, bon, il n'y a pas eu assez de mots. Bon, très bien. Donc, enfin, c'est les analyses de la droite, comme dit Cochet,
c'est Marcel Gauchet qui dit ça. La droite n'a rien compris. Elle n'a rien voulu comprendre. Et puis ensuite, la droite s'est transformée, je veux dire, très rapidement pour expliquer aux gens qui avaient fait 68, oh, vous n'avez rien compris, vous êtes des couillons, des benets, des imbéciles, vous avez été les fourriers du néo-capitalisme, du néolibéralisme. Oh, comme vous êtes méchants. La droite convertit totalement au libéralisme, entre parenthèses. C'est très drôle, hein, parce que la droite à plat ventre devant le marché, et qui explique au type, c'est extraordinaire, vous avez vu, vous avez ouvert les portes à un truc, parce que la France, avant, était absolument merveilleuse. Ça ne marche pas. La gauche, n'en parlons pas. Quand Mitterrand, je vais terminer là-dessus, c'est pas important, Mitterrand essaie de dire, ah, je vais être le sauveur de la patrie, je vais dire, je fais don ma personne à la France, excusez-moi de dire ça, mais immédiatement, il prend des pavés sur la tête. Mendès France, c'est pareil. Charletti, il n'ose pas parler parce qu'il dit, je vais me faire tuer sur place. Et puis le Parti communiste. Alors, de grâce, le Parti communiste, les explications qui nous... enfin, du genre, il y avait une bonne politique de Gaulle au plan extérieur, le PC ne voulait pas faire la révolution. Si je peux raconter une anecdote, qui va pourtant dans le sens que je conteste un peu, enfin, un vieux gaulliste, à moi, très ami, m'a raconté que la dernière manifestation pour le gouvernement d'unité populaire avait été littéralement mise en place en haut, avec Chirac, et qu'il était convenu qu'à un moment donné... alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, bon, je m'ai raconté, mais ça me paraît assez juste. Elle a été mise en place, bon, pour empêcher que ça aille plus loin, au moment où ça chauffait un peu, et qu'il y avait un serviteur de la CGT, et puis les types qui allaient un peu plus loin, hop, on les éjectait en mettant la rue à côté, et ça avait été négocié au plus haut niveau. Alors moi, je ne sais pas si c'est la politique extérieure, peut-être. J'ai envie de dire que c'est un parti conservateur. La CGT, dans le fond, plus qu'on croit, est un parti conservateur, et que dans le fond, ils se sont discrédités à mes yeux. C'est pas que je suis un ultra-révolutionnaire qui veut qu'on renverse le gouvernement, hein, c'est pas ça. Mais ils se sont discrédités parce qu'ils n'ont pas compris. Je viens de recevoir un livre de Roger Martelly, qui est un type charmant, très intelligent, sur le PC 68. Ah, je crois que mon temps, je vais terminer là-dessus. C'est affligeant. Les premiers textes du Parti communiste en 68 sont affligeants. C'est pas seulement l'anarchiste allemand comme Bendit. C'est pas ça. Ça, c'est bon, c'est de la polémique à la limite. Mais c'est surtout qu'ils ne comprennent rien. Ils expliquent, comme on le fera d'ailleurs, le PC le fera avec Marcelin, les gauchistes marcelins. Et les gauchistes marcelins, ben, dans le fond, voilà, c'était la police gaulliste qui les payait. En gros, ils disaient ça. Ils n'ont rien compris de ce qui se passait. Et quand, d'un seul coup, ils ont vu que les grèves démarraient, ils ont coiffé les grèves. Et ils ont poussé la grève, quand même, 20 millions de grévistes, quand même. Et dans cette grève, Gérard parlait d'avantages sociaux. Oui, pas tant que ça, hein. 35% le SPIC, je suis d'accord. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. La section syndicale de l'entreprise, mais la plus grande grève de l'histoire, il n'y a pas grand-chose, finalement, à l'arrivée. Il n'y a pas grand-chose. On promet d'abaisser le temps de travail. Bon, on attendra 81 quand même. Hein. Bon. Et puis, même en 81, il y aura une petite heure qui sera grignotée par les fameux accords dérogatoires, donc on ne rentre pas dans ce débat. Donc, c'est pas si extraordinaire que ça, finalement. Et qu'est-ce que demandaient les jeunes ouvriers? Ils ne demandaient pas seulement une augmentation de salaire, c'est pas vrai. Qu'est-ce que demandait la CFDT de l'époque dans sa partie la plus consciente? C'était l'autogestion, qui était une sorte de remise en avant de peut-être que ce qu'aurait pu faire De Gaulle, d'ailleurs, comme dit Olivier dans son livre, d'ailleurs, qu'il aurait pu faire mais qu'il n'avait pas fait. C'est-à-dire, quand même, nous, on veut être, alors je ne vais pas dire partie prenante, c'est le langage à la mode, là aujourd'hui je n'aime pas, mais on veut participer à la prise de décision, bon, qui n'est toujours pas là, et la loi qui va être mise en place bientôt, il n'y aura pas grand-chose dedans non plus. Donc c'était ça qui était derrière 68. Et c'est là où il aurait pu y avoir, à mon avis, des liens qui n'ont pas eu lieu, parce qu'effectivement, il y a eu des sectes, effectivement, on est d'accord là-dessus. Alors, gauchistes. Je vais terminer pour citer un petit livre dont Gérard avait écrit un très bon article sur Richard Bombin, sur les gauchistes, ou les gauchistes. Il montrait très bien une chose. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de vocabulaire. Pour moi, les trotskistes et les maoïstes, ce sont des gens à la gauche du Parti communiste, qui pensent que le Parti communiste a trahi. Ce sont des communistes révolutionnaires. C'est le grand thème. Les communistes ont trahi. Et ça venait de la guerre d'Algérie. On oublie une chose, c'est que 68 ans de l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ils sont nés à la vie politique à la fin de la guerre d'Algérie, avec dans le fond ce qu'on peut appeler quand même une guerre civile rampante, moi j'y peux rien, une sorte de guerre civile rampante, ouverte en Algérie, en métropole, qui était franchement ce que j'ai vécu dans mon lycée, je m'en souviens encore, je crois, à raconter des belles et des pas mûres. Les 68 ans, d'un côté ou de l'autre, ou un peu hésitants comme moi, sont nés de la fin de la guerre d'Algérie et dans une atmosphère révolutionnaire.
Et dans le fond, avec des discours souvent peut-être effectivement excessifs, mais l'idée, comment dirais-je, il faut y avoir un sacrifice politique était présent. Et je pense qu'il y a des gens ici qui étaient militants à l'époque, dans les années 70, c'était pareil. Jusqu'à 75-76, dans tous les groupements, on avait tous des services d'ordre. On se faisait tous attaquer, on courait très vite, on était bien entraînés, et il y a quand même beaucoup de casse. Et tout le monde était persuadé, quelle que soit la révolution proclamée, ça allait avoir lieu. Et dans le fond, quand on regarde aujourd'hui un certain nombre d'événements, c'était une sottise, et en même temps, bon, à la marge, on ne savait pas très bien. Donc moi je pense que le vrai mai 68, je termine là-dessus, il est pas mort, je pense qu'il reviendra. Alors évidemment, il ne reviendra pas, comme dit Marx très bien, sous forme de farce, vous savez, il dit très bien, Marx disait d'abord la forme de la tragédie, ensuite la farce, il ne reviendra pas, parce que sinon ce serait une farce. Et j'en veux pas qu'il revienne sous la forme initiale, originelle. Non, c'est les idées qui étaient présentes à l'époque, dont, enfin comment dirais-je, qu'il faut se réapproprier de façon importante, les discuter, mais ça reviendra sous un visage qu'on ne reconnaîtra pas, peut-être. Moi j'en suis persuadé. Et puis, il se passera quelque chose, et on se retrouvera avec les mêmes en face, c'est-à-dire alors comment dire, j'allais dire les élites, c'est pas les élites, j'allais dire les partis installés, les gens, les fameux experts aujourd'hui, et il faudra vaincre cette idée qu'il ne peut pas y avoir de politique. Un seul mot pour terminer, en 58-59, au retour de Gaulle, Jacques Ellul écrit un livre avec lequel je ne suis pas du tout d'accord sur la conclusion, qui s'appelle L'illusion politique. Et il écrit pour lui que la politique c'est fini, parce que la technique avec un grand T a pris le pouvoir, et que donc pour lui, c'est fini, il faut faire autrement, il faut passer à un autre mode de contestation. Je conteste le fait que la politique ne puisse plus rien, mais c'est vrai que le questionnement sur l'arraisonnement du monde, comme dirait la philosophie allemande, par le biais de la technique, c'est le questionnement d'aujourd'hui. Très franchement, les débats qui sont devant nous, c'est les limites, c'est le transhumanisme, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce que vous voulez, c'est Google qui veut télécharger les cerveaux, ça fait rire, mais c'est pas visible, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir derrière, et tout le monde y va joyeusement. C'est les vraies questions, et elles ont été posées pour moi, peut-être bêtement par moments, peut-être intelligemment par d'autres, à d'autres moments, en 68, par les 68ards les plus conscients. Je dis bien les plus conscients. Merci Philippe. Alors, messieurs, vous avez peut-être des réponses à nous faire les uns les autres. Gérard. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Mon récit, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est une amorce. En fait, il fallait mettre les choses en place. Mais toute cette dimension dont a parlé Philippe, je suis complètement d'accord. Comment dire, pour moi, il y a un grand penseur de mai 68, évidemment, du refus de l'aliénation, etc., c'est Castoriadis, en fait. Oui. Voilà. C'est Castoriadis, tu parlais du thème autogestionnaire, etc. C'est Castoriadis qui l'a développé le plus. Mais aujourd'hui, Castoriadis, c'est le grand oublié, et je dirais complètement méprisé par la vague libérale et hyper libérale, etc., pour qui ça n'a même pas de droit à l'existence. Et toute la thématique dont tu viens de parler, je suis d'accord. Et aussi, d'ailleurs, je suis d'accord aussi sur le climat que tu décris à l'époque. C'est là où moi j'ai fait, comment dirais-je, mon apprentissage aussi, parce que je me suis retrouvé au bout, enfin ça c'est au bout de 8-15 jours, en fait je suis vraiment, après avoir été, enfin je ne vais pas raconter mes 68, politique, etc., parce que ça nous emmènerait dans d'autres considérations, mais en fait je me suis retrouvé moi-même au cœur des lycées en grève, des facs en grève, etc., et je suis retrouvé sur des tribunes, dans des lycées, dans des réfectoires, dans des salles de fête, etc., où j'avais des centaines et des centaines de lycéens devant moi, et je les haranguais en même temps que des gauchistes qui voulaient d'ailleurs m'emmener à Cléon pour se battre contre les flics, etc. Bon. Et c'est là où je me suis rendu compte quand même, c'était un peu l'aspect nouveau, sympathique de mai 68, c'est que souvent on pouvait discuter. Oui.
et avec des gens qui n'étaient pas complètement dans les rails du Trotsky, etc., mais des gens qui les débordaient. Et là, j'ai eu des discussions passionnantes avec des gens qui ne cherchaient pas le clash idéologique. Alors par contre, alors tu as là où je suis tout à fait raison, c'est avec les types du parti communiste qui étaient complètement imperméables à toute discussion. Oui. Ça, je me souviens, je me suis retrouvé dans un lycée à la gare du Nord, dont j'ai oublié le nom, là, dans le quartier de la gare du Nord. On m'a flanqué sur la tribune, dans une grande salle de fête, etc. Le lycée était visiblement aux mains de gens du parti, oui, qui m'ont présenté de façon très ironique et tout. Et puis quand j'ai commencé à expliquer que le mouvement 68 en fait était un mouvement international qui était en train de toucher les pays de l'Est, ils sont entrés dans une fureur noire. Dans une fureur noire, ils m'ont traité de tous les noms, salauds, etc., parle-nous de Franco, bon, etc. Bon, c'était la rhétorique, c'était leur rhétorique. Impossible de les en faire sortir. C'était d'ailleurs un peu la même chose des trotskistes, parce qu'il y a, ou des maoïstes, pour moi, il y a un personnage très étonnant que j'ai rencontré une seule fois, mais je n'ai pas oublié, qui s'appelle Robert Linhart, oui, sur laquelle il a une fille assez géniale qui fait de la télé de ça, qui s'appelle Virginie Linhart, qui a fait un livre formidable sur son père. Il a bousillé sa famille, parce qu'elle raconte dans son livre, il a bousillé plus ou moins sa famille. Il est devenu à moitié dingue. Ah oui, apparemment, il n'est pas bien du tout aujourd'hui. Il a attrapé une dépression nerveuse pendant 68 parce que ça ne marchait pas selon le schéma léniniste. Oui. Toutes leurs idées, a priori, étaient complètement bousculées. Et il y a tout ça, tout ce mouvement, réflexion sur l'aliénation, etc. Et là, je suis d'accord aussi, c'est que, en fait, les gens qui étaient le plus accordés avec ça, c'était les situationnistes. Voilà. C'était Debord, etc., qui ont pris le pouvoir pendant 3 jours à la Sorbonne, d'ailleurs. Oui. Mais c'était le plus groupusculaire des groupuscules. Mais n'empêche, c'est eux qui avaient les idées et qui correspondaient le plus, en fait, aux véritables aspirations intellectuelles de l'époque. Avec cette réserve quand même qu'ils étaient en même temps hors sol, quoi. Et c'était un mouvement extraordinairement, comment dirais-je, totalitaire, où on était 20, on en expulsait la moitié, etc., qui était hors de la liste. L'histoire du mouvement situationnaire, mais c'est vrai que notamment à Strasbourg, ils ont eu un rôle d'agitation qui était considérable. Et moi, je dirais que profondément, je suis d'accord avec Debord. Oui. Parce que la philosophie profonde de Debord, c'est une remise en cause des fondamentaux de l'économie, de l'économisme actuel. Bon. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se trouve dans des perspectives complètement utopiques. Et là, c'est le problème aussi soulevé par notre ami Jean-Pierre Le Goff. C'est l'héritage impossible aussi, parce que en même temps, le mai 68 dépasse mai 68 parce qu'il nous place devant des perspectives carrément inatteignables. Il y a un mot sur le marxiste, 30 secondes, pour simplement. Tout le monde parlait marxiste. Marxien, oui, voilà. C'est mieux. Non, mais c'était la langue, j'allais dire, les jeunes se sont exprimés à travers la langue qu'on leur proposait. Effectivement, ils ne parlaient pas d'autres langues que celle-là, y compris les types qui n'étaient pas du tout de gauche. Parce que dans l'intellectuel de l'époque, on parlait ce langage-là. Voilà. Mais comme a très bien dit Clavel, on parle la langue du moment. Les révoltes s'expriment à travers la langue du moment. Mais en fait, sur le fond, c'était une remise en cause d'un certain marxisme. Moi, j'y crois profondément. Et quand Clavel a dit, je ne sais plus s'il l'a dit après, 68, c'était l'été de la Saint-Martin du marxisme, qui est une phrase que je trouve très juste. À l'époque, on ne pouvait pas le savoir, évidemment, parce que vu ce que j'ai vu, évidemment, c'est exactement le contraire. Mais c'est vrai que déjà, de l'intérieur, ce langage était presque mort d'une certaine manière. Voilà. Ça me paraît intéressant. Il ne faut pas se tromper sur le langage employé, qui très souvent était un masque nécessaire. Je suis persuadé qu'Olivier n'est pas loin de tout ça. Oui, je crois que sur le fond, on est assez d'accord. Je ne vais pas polémiquer sur le mot révolution. Je pensais à Pascal, qui dans les provinciales fait dire « Je ne discute pas du mot du moment qu'on dit quel sens on lui donne. Tu ne lui donnes pas le même sens que moi. Pour moi, une révolution, ça va être un changement politique.
Donc, à ce titre-là, mai 68, à mes yeux, n'a pas été une révolution. Parce que ça part mais ça a été une révolution Oui. sociale, morale et culturelle. Voilà. Ne nous chipotons pas là-dessus. Oui, oui. À mon avis, c'est un détail. Le mot n'a pas une grande importance. Je ne suis pas d'accord avec l'idéalisation qui a été la tienne sur ce qu'était le mouvement de mai 68. Moi, j'ai vu beaucoup plus de violence, j'ai vu beaucoup plus de bêtises, j'ai vu beaucoup plus de haine, là où j'étais. Chacun, effectivement, raisonne par rapport à ce qu'il a vu, ce qui fait que les historiens ont parfois des visions plus claires que ceux qui étaient au milieu. Hein. Fabrice Aguatalo ne voit pas grand-chose. Moi, j'ai vu ce qui se passait à la Sorbonne, et j'ai quand même vu beaucoup de... Pas de coups, mais beaucoup de haine. Voilà. Oui. Alors, je reviendrai aussi sur, Philippe, sur ta conclusion. Sur la conclusion, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il y avait une aspiration contre l'aliénation et elle reste vivante aujourd'hui. Alors, je reviens quand même un peu à De Gaulle, c'est ma marotte ce soir. C'est pas ma marotte tous les jours. Hein. Je vais repartir en Asie et j'aurai d'autres marottes du côté du bouddhisme que De Gaulle. Et là, ce soir, je suis là pour De Gaulle. Et je vais vous citer quelque chose assez peu connu. Le 28 mai, avant le coup de Baden, il reçoit Christian Fouché, ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'il lui dit. Il est bien possible que parmi ces farfelus de la Sorbonne et de l'Odéon, quelques-uns soient dans le vrai. Étonnant de la part de Gaulle qui ensuite va taper du poing sur la table. Ensuite, il avait déjà eu l'intuition de la situation qui était à travail au moment du RPF. Bon, il n'a pas gagné les élections, il ne revient qu'en 58. En 58, la priorité, c'est la guerre d'Algérie, c'est le redressement économique. Il ne fait pas la participation. Ensuite, il veut la faire en 67 avec les premières ordonnances. Pompidou coupe. Il aurait pu à ce moment-là lâcher Pompidou et prendre quelqu'un d'autre pour la participation. Il ne l'a pas fait. Donc je ne dirais pas, pauvre De Gaulle, il voulait une grande chose, il ne l'a pas faite. S'il avait vraiment voulu, il aurait tapé du poing sur la table, il aurait été assez grand pour le faire. Donc il ne l'a pas faite. Mais j'isole 2 ou 3 phrases qui montrent ses intuitions. Il montre que donc après les événements de 1968, il montre que le marxisme n'est pas la solution, et il dit non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Ce serait pas mal à rappeler aujourd'hui. Et encore une autre citation. Alors, il parle justement, il n'emploie pas le mot aliénation, mais il montre bien que l'ouvrier, avec ses gestes automatiques, du fait qu'il n'a pas voix au chapitre pour les décisions, et qu'il est là uniquement pour accomplir le désir du patronat, et il dit ce mal du siècle, qui est celui des âmes. Ce mal du siècle, qui est celui des âmes, nous pouvons pour notre part y remédier en organisant la participation de tous. Bon, il ne l'a pas fait, c'est dommage, ça n'a pas été fait. C'est du négatif, c'est du négatif. Chez De Gaulle, j'en suis tout à fait d'accord, il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez que je vous fasse un topo sur les aspects négatifs, du côté des harkis, j'aurais des choses à dire. Donc, les négatifs de De Gaulle, je suis quand même assez grand pour en voir, et je regrette infiniment qu'il n'ait pas fait la participation. Et je crois qu'aujourd'hui, même si le système capitaliste, ou plutôt le système financier, car le système n'est plus le capitalisme de papa, c'est un système financier qui domine le monde, que ce système financier, pour le moment, empêche totalement toute forme de participation, car une entreprise qui mettrait de la vraie participation au sein des ouvriers, dans les décisions et éventuellement une partie des bénéfices pour les travailleurs, cette entreprise serait immédiatement coulée à partir de quelqu'un qui est plus récent, un bouton au Texas. D'accord. Mais est-ce que la situation d'aujourd'hui peut durer? Je ne le pense pas. Nous assistons quand même, et je parle en connaissance de cause en voyageant énormément en Asie, nous assistons quand même à quelque chose d'absolument scandaleux. Les plus riches s'enrichissent pendant que les plus pauvres s'appauvrissent. Même chez nous en France. Même chez nous en France. Je pense que ça ne peut pas durer et j'espère que d'ici quelques années, quand un mouvement, je ne sais pas lequel, se fera jour, peut-être qu'on pourra revenir à l'idée de participation. Et maintenant, je me tourne, puisqu'on est là pour un dialogue, un trilogue, comme disait Giscard d'Estaing, qui ne connaissait pas le sens des mots. Qui ne connaissait pas le sens des mots. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, chez nous, qui connaissent le sens des mots. De Gaulle, oui. Mitterrand, oui. Certainement. Les autres, Giscard, non. Chirac, non. Sarkozy, non. L'actuel fait de beaux discours, sont-ils de lui? Point d'interrogation, on en reparlera plus tard. Mais je me tourne vers toi, Gérard. Je pense que
sortons du domaine politique pour aller vers le domaine spirituel, le domaine vraiment des valeurs intérieures. J'aimerais bien connaître ton point de vue sur le rôle que pourrait jouer l'Église, alors que toutes les églises se vident dans le doux royaume de France. Que faire pour faire en sorte que la jeunesse retrouve un élan spirituel? Que faire? Moi, j'ai ma réponse. J'attends la tienne. Moi, je n'ai pas la réponse, parce que le problème est d'une complexité infinie. D'abord, pour moi, comment dirais-je, il y a la question de savoir pourquoi ce peuple, le peuple des paroisses, a quitté les paroisses. Et là-dessus, bon, j'ai écrit dans Royaliste notamment un papier sur un livre que je considère tout à fait essentiel, d'un très très bon historien qui s'appelle Guillaume Cuchet, qui est d'ailleurs tout d'abord un spécialiste comment dirais-je, de la France religieuse du XIXe siècle. Mais là, il s'est collé sur le XXe siècle et savoir ce qui s'est passé exactement dans les années 60. Parce que là, comment dirais-je, il y a un effondrement de la pratique religieuse que l'on peut parfaitement dater et sur lequel on peut s'interroger. Je crois que Cuchet, un des grands mérites de Cuchet, c'est d'avoir cassé, je dirais, toutes les explications idéologiques des uns et des autres, aussi bien des tradis, des progressistes. Il montre que, en fait, d'abord, c'est pas le Concile Vatican II qui a provoqué ça, et c'est pas mai 68, parce que, en fait, le phénomène se passe, en fait, juste après le Concile Vatican II et avant mai 68. En gros, c'est 65, 66. Et alors, pourquoi expliquer ça? Bon, c'est un peu difficile. Ça s'explique notamment par la désagrégation du tissu social de l'époque. Or, ce tissu social était largement, fabriqué, tissé en quelque sorte par l'Église catholique. Or, c'est ce tissu qui va disparaître avec les habitudes, avec les mœurs, avec, je dirais aussi, le calendrier. Et ce qu'il explique, si Vatican II a joué un rôle pour ça, c'est en fait Vatican II a accompagné le mouvement et ne l'a pas arrêté. C'est-à-dire que, notamment, ce qui a suivi Vatican II, les décisions, par exemple, pour assouplir le jeûne eucharistique, par exemple, le fait que l'on a pu insister sur les obligations d'aller à la messe, obligation de Pascal, de faire ses Pâques, etc. Tout cela s'est estompé et en affaiblissant son appareil en quelque sorte disciplinaire, l'Église a été dans le même sens d'une société qui se défaisait, dont les liens sociaux se défaisaient. Elle ne pouvait pas faire autrement. Probable, sans doute. Bon, sans doute. Et cela, c'était lié aussi à l'évolution. Alors là, le livre d'Égo-Histoire de Jean-Pierre Le Goff là-dessus est aussi un livre. Enfin, ma question n'était pas tellement le pourquoi. Oui, mais il faut savoir si c'est passé. Mais pourquoi? Une question léniniste, ma question. Oui, non. Je crois que pour comprendre la question religieuse, il faut savoir pourquoi un certain type de christianisme s'est effondré. Or là-dessus, comment dirais-je, il n'y avait pas, à mon sens, il n'y avait pas de véritable diagnostic. Et ce diagnostic, on est en train, à mon sens, on commence seulement à le faire. Voilà. Et alors, j'ajoute une chose qui est dans le livre de Cuchet qui ne fait pas plaisir, parce que Cuchet aussi dit qu'à ce moment-là, dans la prédication, on a abandonné tout ce qui était fin dernière. C'est-à-dire le sens de la vie, l'eschatologie, etc. Et du même coup, on se trouvait dans un christianisme qui n'avait plus ses points de repère. Il n'y avait plus son eschatologie. Et donc, on se trouvait dans un monde qui flottait complètement. C'est ce que Jean-Pierre Le Goff appelle l'époque des curés guitares. Les curés guitares, etc. Comment dirais-je, tous les... Je rajouterai juste un mot. Tout ce que tu dis, les intégristes le font.
toute l'eschatologie, ils le font et ils sont entièrement décalés par rapport au monde d'aujourd'hui. Oui. Là, ils le font, Non, mais, et ça ne sert à rien. Non, Sauf non, mais que mais il remplit attention, ses églises. ne fais pas dire ce que j'ai pas Ah, dit. si. Non. Si. Comment dirais-je, avec Ton Touché, moi discours pousserait vers- je suis l'analyse vers de Touché, je décris un processus. Oui, Non, mais moi, je vais- Alors je dis pas du tout, Je vais je dis pas d'accord. du tout que les, J'ai envie comment de voir la dirais-je, question les, sur le plan pratique. Donc, à Philippe. Oui, ça va être très court. Non, mais Ouais. moi, j'ai 2 points, ça va être très court. D'abord, il y a quelque chose qui est... Je sais que c'est provoquant, enfin, quand j'ai découvert ça, franchement, France, terre d'émission. France, terre d'émission. C'est avant la Seconde Guerre mondiale. Au début de la Pendant. Alors, voilà. Ouais. Donc, C'est ça, France Pays Mission. Ouais. voilà, France, pays d'émission. Qu'est-ce que c'est? Oui, terre d'émission, oui. Bon. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est... France. Oui, mais France. Je vais pas hurler. On me reproche de toujours crier trop fort. Alors bon, voilà, c'est le comble ce soir. Non mais la France, France pays mission au terme de mission, effectivement, tu dis très bien, début de la Seconde Guerre mondiale. C'est une question que les historiens se posent, que tu connais sans doute mieux que moi. Est-ce que la France était vraiment, contrairement à ce qu'on dit, un pays vraiment christianisé? Moi, c'est une question qui est douloureuse. Est-ce que la France était vraiment un pays aussi christianisé qu'on le dit? La France, comme dit le pape, oubliez ton... Ça, c'est déjà une vraie question. La deuxième, sur Vatican II, c'est le problème de la modernité. Gaudium et Spes. Tu en parles dans ton livre un peu, mais pas assez, à mon avis. C'est-à-dire, l'Église, d'un seul coup, se pose la question. Alors, je vais raconter des choses grotesques. Je m'en souviens dans mon lycée, il y avait un type qui est devenu après complètement maoïste, qui était à droite, et qui me disait Gagarine est parti. Bon, l'histoire de Dieu, maintenant, on sait que Gagarine, en plus, avait dit je suis allé là-haut, j'ai pas vu Dieu. Bon, enfin, on est bien d'accord. C'est vraiment une foutaise, on est d'accord. Mais ça titillait les gens. Et Gaudium et Spes, qui est un très bon texte, entre nous soit dit, eh ben, il navigue entre plusieurs choses. On accepte la modernité, j'allais dire, on la chevauche un peu comme on chevauche le tigre, on est contre. C'est un vrai problème pour l'Église, le problème de la modernité. Et effectivement, je ne suis pas sûr. Alors, tu parles des curés-guitares, c'est un peu méchant. Moi, j'aimais bien les curés-guitares, le Père Vival, c'est des garçons on aimerait bien les curés-guitares aujourd'hui, mais bon, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est pas le problème des curés-guitares, c'est pas le problème, à mon avis, de la liturgie, même si la messe sur les scooters, on est d'accord. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas, à mon avis, un discours forcément clair. Qu'est-ce qu'on fait avec cette modernité? Et surtout, je suis obsédé, excusez-moi, avec la technique qui maintenant est en train de conquérir tous nos espaces, qui est devenu le nouveau sacré, comme disait Élume. Élume disait très bien, on a perdu peut-être l'autre sacré, mais le nouveau sacré, qui ne peut pas être mis en cause, c'est la technique. C'est la technique, le nouveau sacré. Il reprochait même aux maoïstes, il reprochait même à la Chine populaire, dans un texte qui m'a fait bondir. La Chine populaire, il était contre Mao, parce qu'il disait, Mao, il a occidentalisé la Chine, et il a mis de la technique partout à la fin. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la question de la modernité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu par rapport à la modernité? Donc, c'est vrai qu'avant, on avait quoi? On avait une France paysanne, tu as raison, avec des paroisses paysannes, on avait une France complètement organisée, un peu immobile, c'est pas une critique, immobile, et d'un seul coup, on est dans un monde moderne. Regardons la révolution industrielle. Les chrétiens sont interpellés. Qu'est-ce qu'on fait d'un seul coup? On voit tous les gens qui vont dans les usines, les femmes ne croient plus à rien, il y a des mœurs libérées, etc. L'Église a mis assez longtemps pour comprendre ce qui se passait et accoucher de la doctrine sociale de l'Église. On le sait, ça. Et en plus, si Léon XIII n'avait pas voulu, ça ne serait peut-être même pas fait. L'Église était divisée. Donc, c'est le problème de l'Église, je termine là-dessus, et de la modernité. C'est à mon avis le vrai débat.